originaire du Puy-de-Dôme, en Auvergne. Et après mes études en lycée agricole, où j'ai passé un bac agronomique, j'ai choisi la protection de la nature grâce à un professeur d'histoire et géographie qui était très engagé sur ces sujets-là, donc déjà dans les années 70. Et après donc mon BTS en protection de la nature, j'ai eu la possibilité d'entrer dans un premier temps au domaine de Chambord. Et ensuite, j'ai eu la possibilité de rentrer au ministère de l'Environnement, à la direction de la protection de la nature, en 1975. J'ai ensuite fait la quasi-totalité de ma carrière jusqu'en 2008 au ministère donc, de l'Environnement, et où j'ai eu à traiter de plusieurs sujets, en gros chronologiquement, de la création de réserves naturelles, la gestion des parcs nationaux, la création de nouveaux parcs nationaux, les inventaires naturalistes, le secrétariat du Conseil national de protection de la nature, et parmi mes autres péchés, d'avoir mis en œuvre la directive Habitat avec la mise en place du réseau Natura 2000. Alors je suis originaire en fait de la région parisienne. J'ai fait mes études de droit à Paris Sud, dans cette faculté qui nous reçoit aujourd'hui. Et puis par la suite, grâce à des professeurs de cette faculté, je me suis spécialisé en droit de l'environnement. J'ai fait une thèse sur l'histoire de la pollution, l'histoire du droit de la pollution sous l'Ancien Régime, sous la direction d'un éminent professeur, un des pionniers du droit de l'environnement, Jean de Malafosse. Et par la suite, évidemment, j'ai été intégré dans l'équipe de recherche d'Alexandre Kiss qu'il avait créée à l'université de Strasbourg. Ensuite, ici même, alors, quand je suis revenu comme enseignant, j'ai créé avec Jean-Pierre Boivin un DESS à l'époque de droit de l'environnement. C'était un des premiers, avec celui de Strasbourg et celui de Paris 1, Paris 2. Et puis j'ai donc créé ici la section française, la section Île-de-France, pardon, de la Société française pour le droit de l'environnement. Et puis j'ai eu l'heureuse occasion de rencontrer donc Henri pour créer ensuite, on va en reparler, je pense, la HPNE. Il se trouve que, alors que j'étais au ministère de l'Environnement, en 2006, c'était le 30e anniversaire de la loi sur la protection de la nature de 1976. Et donc, j'avais organisé une journée commémorative sur cette loi sur la protection de la nature. Et de son côté, la Société française du droit de l'environnement, la même année, avait organisé un colloque à Strasbourg, aussi sur la loi de 1976, avec naturellement un regard plus juridique sur cette loi. Et donc, nous avions pris la décision de publier des actes communs de ces deux journées. Et donc, lors de la préparation de cette publication, nous nous sommes retrouvés tous les deux à attendre d'autres collègues, Jérôme et moi, et discutant naturellement de ces questions un peu d'histoire de la protection de la nature et de l'environnement, il nous est venu comme cela, en discutant, l'idée d'avoir une initiative pour créer quelque chose permettant justement d'investir cette question de l'histoire de la protection de la nature et de l'environnement. Et comme cela, de fil en aiguille, ensuite, nous avons mis en place un petit groupe, avec quelques autres complices, nous avons mis en place un petit groupe de travail, de réflexion. Pendant une année environ, nous avons travaillé justement à qu'est-ce que nous voulions faire. Et cela a abouti, à peu près une année, effectivement, de réflexion, à l'idée d'une association pour justement l'histoire de la protection de la nature et de l'environnement. Alors notre association, comme je crois l'avoir dit au départ, a pour objet un petit peu d'investir la question historique de la protection de la nature et de l'environnement.
l'histoire de la protection naturelle de l'environnement, maintenant, a une épaisseur historique importante. Elle remonte au moins au XIXe siècle, sinon même plus avant. Et donc, on connaît un peu plus la partie récente, après 1945, de cette histoire, avec une histoire plus dense, mais il est important de remonter à des époques plus antérieures, parce qu'en matière d'environnement, d'une part, les contextes changent, mais très souvent, il faut du temps pour aborder les questions comme nous l'avons vu. Donc, l'objet de l'association est essentiellement d'encourager des travaux scientifiques pour investir cette histoire, la révéler, la mettre en débat, améliorer les connaissances, pour effectivement la mettre à disposition des acteurs d'aujourd'hui, parce qu'ils ont besoin justement d'avoir une bonne culture de cette histoire pour assurer leurs travaux, soit dans l'administration, soit aussi pour les associations de protection de la nature. Concrètement, un ou deux exemples d'activités phares menées par l'association ? Alors, déjà l'organisation de colloques, puisque nous en avons organisé 4 depuis la création, qui sont donc des colloques thématiques, mais qui justement portent un regard sur une partie de cette histoire ou des événements liés à cette histoire. Nous avons traité par exemple la question des nuisibles. Notre dernier colloque s'est intéressé justement à la façon dont on a préservé la nature au travers des espaces protégés depuis un siècle. Nous investissons également, puisque pour faire des travaux scientifiques et historiques, il faut des sources préservées. Nous militons également pour la préservation des archives privées des associations de protection de la nature et leur conservation. Et nous militons également pour la valorisation de ces archives, tant publiques que privées, sur l'histoire de l'environnement. Et le troisième élément, c'est que cette protection de la nature et de l'environnement s'est faite également par des acteurs physiques. Donc nous organisons un dictionnaire biographique des acteurs physiques individuels qui ont consacré tout ou partie de leur carrière professionnelle ou d'engagement militant à la protection de la nature et de l'environnement. Alors nous, depuis donc une dizaine d'années que nous existons, nous avons entre une soixantaine, 70 environ membres. D'une année sur l'autre, il y a des départs et des arrivées, mais voilà, on tourne autour de ces gens-là. Et nous avons en gros 2 catégories de membres, justement des universitaires, de jeunes scientifiques, universitaires, historiens notamment, qui travaillent sur ces sujets-là. Et nous avons, comme moi, des praticiens de la protection de la nature ou des témoins de celle-ci. Et donc, il y a un dialogue, en quelque sorte, qui s'instaure au travers des membres, et notamment des membres du conseil d'administration qui ont, en gros, une parité sur ces 2 catégories de personnes. Un dialogue qui s'instaure entre, justement, les besoins et les souhaits des scientifiques, des universitaires, et le réseau que peuvent apporter des praticiens comme moi et d'autres sur la mise en œuvre, justement, de cette action de protection. Oui, alors la création du ministère de l'Environnement en 1971, il y a donc 50 ans maintenant, confiée à son premier titulaire, M. Poujade, donc est une occasion que nous avons saisie justement pour essayer d'entrer sur ces 50 années où, comme nous l'avons dit, il s'est passé beaucoup de choses en matière de protection de la nature et de l'environnement, mais déjà, beaucoup de choses sont déjà effacées de la mémoire des acteurs qui ont disparu déjà, puisque naturellement personne n'est immortel, et donc progressivement il y a des nouvelles générations qui viennent sur le sujet, mais d'autres ont disparu. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il semble, je pense que Jérôme doit partager aussi cet avis, il semble-t-il plus difficile d'assurer une transmission de ces mémoires, de ces expériences professionnelles d'une génération à l'autre, parce qu'il y a beaucoup de turnover qui s'opère plus qu'avant dans l'administration en charge de la protection de la nature et de l'environnement, mais également dans les associations de protection de la nature, où les personnels des associations également changent souvent,
où les membres également de ces associations changent et où ils restent moins longtemps en fonction, et donc il y a des ruptures qui se réalisent, et donc nous saisissons justement cette commémoration pour essayer de porter un regard sur un panorama de ces 50 années de politique publique, là, de protection de la nature et de l'environnement. Donc le site exposition que nous mettons en place est directement dédié justement à cette commémoration et à ce regard sur ces 50 années. Et à la fin de l'année, le site fera une mue, c'est-à-dire qu'il va être pérennisé, mais d'un site pour commémorer et avoir un regard sur ces 50 années, il va ouvrir beaucoup plus la focale pour embrasser l'ensemble donc de la périodicité de l'histoire de la protection de la nature et de l'environnement. Nous remonterons au-delà des 50 dernières années sur les décennies précédentes. Voilà. Oui, sur un peu la préhistoire de la protection de la nature et de l'environnement. Donc le site va être pérennisé, mais il va devenir en quelque sorte un site ressource permanent sur l'histoire de la protection de la nature et de l'environnement. Effectivement, comme vous l'avez souligné, la SFDE est une société savante, alors qui a une histoire aussi, en fait, très intéressante, parce qu'en réalité, la SFDE, elle a été créée à peu près au même moment qu'émergent les premières dispositions dans le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui le droit de l'environnement. Elle est créée par une bande de jeunes universitaires à Strasbourg dans les années 1974. Alex Kiss, Claude Lambrecht, Michel Prieur, j'en passe et des meilleurs. Et cette société savante, c'est vrai que dans un premier temps, elle n'a réuni que des publicistes, que des spécialistes de droit public. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'aujourd'hui, elle regroupe quelques 200, je crois, 264 adhérents, qui sont certes des universitaires, mais aussi des juristes, avocats, juristes d'entreprise ou juristes d'association. Et beaucoup maintenant, et ça c'est une évolution dont on n'a pas parlé tout à l'heure du droit, beaucoup maintenant sont des spécialistes de droit privé. Parce que, effectivement, depuis quelques années, depuis 2 décennies, on se rend compte que le droit de l'environnement, ça n'est plus seulement que des règles de police administrative, mais que l'entreprise est de plus en plus impliquée dans les questions de droit de l'environnement. Alors aujourd'hui, la Société française pour le droit de l'environnement, c'est une association qui fédère la plupart des juristes spécialistes de grande qualité et qui organise notamment des colloques. Le colloque qui a lieu à Rennes dans un jour porte donc sur l'urgence, voilà un beau thème, hein, et quelle urgence. Et l'autre colloque qui est en préparation, qui aura lieu à Bordeaux à la fin du mois d'octobre, porte sur les communs. Vous voyez, des questions qui fédèrent hein, les questionnements qui caractérisent aujourd'hui l'évolution du droit de l'environnement, urgence et donc commun comme exemple. Et puis la SFDE aussi, c'est une association qui est évidemment très liée à une revue qui a été créée par les pionniers de la SFDE, la revue juridique de droit de l'environnement, hein, qui publie 4 numéros par an et qui est une revue qui est maintenant très connue, non seulement en France d'ailleurs, mais je dirais au niveau européen, sans parler au niveau mondial, parce que c'est une revue d'abord francophone, spécialisée, et puis qui aborde aussi des questions de droit de l'Union européenne, des questions de droit international public. Alors, j'ai l'honneur de la présider depuis peu de temps, puisque j'ai succédé à une présidente extrêmement dynamique au mois de mars dernier, Isabelle Michelot. Agnès Michelot, pardon. Les relations entre les deux associations ? Alors, les relations entre les deux associations, elles sont bien sûr excellentes. Moi, mon sentiment personnel, c'est que c'est vrai que, justement, pour mieux comprendre les enjeux qui se posent aujourd'hui, pour mieux saisir les questions de prospective,
si on ne prend pas un peu de recul, et donc si on n'essaye pas de comprendre justement les difficultés qu'on a rencontrées, c'est ce que nous disions tout à l'heure, pour mettre en œuvre des politiques d'environnement, c'est très important justement de s'imprégner de ce qui s'est passé, de connaître les difficultés qu'on a rencontrées antérieurement. Et ça, c'est sûr que la HPNE est pour tout juriste qui s'impose, ou de manière générale pour toute personne qui est impliquée dans la mise en œuvre des politiques en matière d'environnement, c'est absolument incontournable. Donc il n'y a pas incompatibilité, bien au contraire, il y a vraiment osmose. Oui, alors je peux peut-être essayer de me lancer. C'est une question qui n'est pas facile, auquel il n'est pas facile de répondre. Comme je vous le rappelais, j'ai vécu ces 30 dernières années la mise en œuvre de la protection de la nature et de l'environnement au travers de l'action publique, puisque c'était au ministère de l'Environnement. Je dois dire que les questions sont devenues plus complexes qu'au début de la création du ministère, où il me paraissait que la protection de la nature paraissait plus simple à définir et à organiser les moyens juridiques ou techniques ou autres pour répondre. La question est devenue beaucoup plus complexe maintenant, avec notamment le changement climatique qui ne vient pas faciliter les choses. Puisque maintenant il y a deux grands enjeux, la préservation de la biodiversité et de la nature, qui est historiquement celle qui a mobilisé l'attention des pouvoirs publics, des militants, des associations de protection de la nature. Et il y a maintenant, depuis une bonne vingtaine d'années, la question du changement climatique qui mobilise l'agenda international, les agendas nationaux et je dirais les acteurs des entreprises, des associations publiques sur ces deux enjeux. Et mon impression est que l'enjeu climatique prend le dessus sur l'enjeu de la protection de la nature et de l'environnement. Et quelquefois, les mesures prises pour contrer le changement climatique et décarboner l'économie vont à l'encontre et s'opposent aux mesures qui sont prises par ailleurs pour préserver la biodiversité. Donc les choses sont devenues très complexes. Paradoxalement, depuis la dernière guerre, depuis 1945 et la création en France, mais partout dans le monde et en Europe, d'administrations dédiées à la protection de la nature et de l'environnement, eh bien, il s'est fait beaucoup de choses en la matière depuis 1945. Avant la création du ministère de l'Environnement, c'était une époque pionnière, mais aussi depuis la création des ministères de l'Environnement au début des années 70, si on fait le bilan de ces 50 années, il s'est fait énormément de choses. C'est malheureusement peu documenté et c'est justement des options d'une association comme la nôtre de montrer, de documenter cette activité, ces activités, ces actions, ces engagements, ces techniques, les connaissances qui ont été mobilisées. Cela est trop peu connu des acteurs même de la protection de la nature et de l'environnement aujourd'hui. Mais donc, je dis paradoxe parce qu'il s'est fait beaucoup de choses et ça, on ne le sait pas suffisamment. Et malgré le fait qu'il s'est fait beaucoup de choses, qu'il y ait beaucoup de progrès qui se fait dans la lutte contre les pollutions de l'eau, de l'air, la préservation des espaces naturels, des espèces, le droit de l'environnement qui a aussi été énormément développé, les lois, les institutions mises en place, eh bien, on a un peu l'impression que tous ces progrès, tous ces efforts n'ont pas réussi à juguler les impacts des pressions humaines sur la nature et la biodiversité. Voilà le paradoxe dans lequel nous nous trouvons. Henri a quasiment tout dit de manière très brillante. Simplement, je rajouterais qu'effectivement, il me semble d'abord que dans un premier temps, avant même d'ailleurs que ne soit créé le ministère, le législateur est intervenu souvent d'une manière très impressionnante. Je pense par exemple à la loi sur l'eau de 1964 qui anticipait un certain nombre de questions qui sont encore aujourd'hui tout à fait d'actualité. Et je pense aussi bien sûr aux grandes lois qui servent aujourd'hui encore de socle
au droit de l'environnement et aux politiques en matière d'environnement. Je pense évidemment à la loi sur les déchets de 75, à la loi sur la protection de la nature de 76, la loi sur les installations classées. On pourrait multiplier la loi sur portant création du conservatoire du littoral, la loi montagne, la loi littoral, etc., etc. Et j'ai l'impression, effectivement, pour reprendre un peu ce que disait à l'instant Henri, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est un peu dans une espèce d'abord de logorrhée législative, de confusion, et puis on s'interroge peu ou pas assez sur l'efficacité de toutes ces dispositions qui ont été prises depuis la création du ministère. On a l'impression d'un empilement systématique de textes qui font l'objet de corrections, de nouveaux amendements, sans pour autant qu'au bout du compte, on arrive à une réelle efficacité. Donc, du point de vue, si on adopte une démarche prospective, je pense qu'il faudrait travailler beaucoup sur ces questions avant même d'envisager de créer de nouveaux textes sur les moyens, sur les indicateurs juridiques sur lesquels on travaille aujourd'hui, notamment sous la direction de Michel Prieur. Il faudrait qu'on agisse de manière plus nette sur ces questions pour faire en sorte qu'il y ait une véritable politique en matière d'environnement qui soit plus cohérente, si vous voulez. Je me permettrais bien d'ajouter un élément et qui rejoint la question de l'efficacité donnée par Jérôme, c'est que les politiques et les moyens mis en place, notamment législatifs, sont toujours c'est des obligations de moyens et non pas d'obligations de résultats. Par exemple, vous prenez la loi de 1976 ou la loi sur la création des parcs nationaux. L'article 1er dit en gros, selon telle et telle condition, il peut être créé des réserves naturelles pour préserver ceci ou cela, ou il peut être créé des parcs nationaux. Il peut être créé. Donc ensuite, c'est une appréciation des acteurs eux-mêmes et d'acteurs publics pour mettre en œuvre ces dispositifs. Un deuxième élément, c'est que les politiques orientées sur la protection de la nature, en tout cas depuis au moins la création du ministère de l'Environnement, mais c'était déjà le cas aussi auparavant, ce sont des politiques qui viennent en aval d'autres politiques économiques, politiques agricoles, politiques industrielles, etc. Et donc elles viennent bien souvent pour essayer de réparer en quelque sorte les dommages qui ont été causés par la mise en œuvre d'autres politiques. C'est-à-dire qu'il y a eu une insuffisante et toujours insuffisante intégration de ces deux et de faire en sorte que la préservation de la nature et de l'environnement soit traitée plus en amont plutôt qu'à traiter les conséquences. Puis un troisième élément qui, là, concerne peut-être les protecteurs de la nature eux-mêmes et les scientifiques qui ont apporté les connaissances et les démonstrations d'agir en ce sens, c'est qu'on s'est intéressé beaucoup à la nature plutôt remarquable et menacée, et moins à ce que l'on appelle aujourd'hui la nature ordinaire, celle que l'on rencontre en ville, en sortant ici du bâtiment ou en campagne, où effectivement les connaissances actuelles montrent que les populations animales, insectes et autres ont énormément diminué. Et ça, ce ne sont pas des faunes qui étaient jusqu'à présent notées comme remarquables. Voilà, donc voilà l'efficacité en quelque sorte dont nous parlions au travers de ces trois éléments fait que nous sommes dans une situation qui est un peu paradoxale, sur laquelle il y a encore beaucoup d'efforts à faire.